Bien, bonjour. Merci pour la présentation et juste de ce qui va se passer dans peu de temps. Donc, je vais effectivement présenter un travail de recherche qui a donné lieu à publication et qui était le travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse, qui est un travail que j'ai commencé bien avant avec Robert Castel et puis que j'ai achevé il y a maintenant quelques années. Avec Gérard Mauger, qui est un sociologue spécialisé sur les questions de la jeunesse. Donc c'est un travail, je vais présenter en gros sur quoi il porte. Donc c'est un travail, pour le dire rapidement, sur l'insertion professionnelle et sociale, que j'avais commencé dans l'émission locale il y a très longtemps, et donc au milieu des années 90, et puis que j'ai étendu à l'ensemble du champ des institutions de l'insertion professionnelle, donc organismes de formation, de préqualification divers et variés, et puis les institutions politiques, conseil général, conseil régional, etc., pour reconstruire comme ça le champ des institutions d'insertion avec un but. Quels sont les effets du passage par les dispositifs sur les jeunes? L'idée partait d'une interrogation, disons d'une surprise, on va dire, double. D'une part, qu'est-ce que insérer des gens qui sont déjà insérés? Ça peut se discuter, mais voilà, c'était partant du principe qu'il n'y a pas de dehors de la société, qu'on ne peut pas être hors de la société, que voilà, on ne peut pas être hors d'un milieu social. Donc qu'est-ce que c'est qu'insérer socialement des gens qui sont déjà insérés socialement? C'est quand même une activité qui est pour le moins étonnante, voire compliquée. Et deuxième interrogation, qu'est-ce qu'insérer dans l'emploi? Donc un objectif plus localisé, dans un contexte économique où il n'y a pas d'emploi. Bon, c'est quand même une deuxième difficulté. En tout cas, peu d'emplois, voilà, pour un certain nombre de jeunes. Donc, en sociologue du travail, on se pose quelques questions et on se demande que font les travailleurs sociaux de leur journée, vu qu'il y a deux objectifs impossibles à atteindre. Donc voilà, le travail a consisté en travail d'enquête pour essayer de comprendre ce que faisait tout ce beau monde, qui sont nombreux. Et bon, comme disait Gérard Mauger, donc mon directeur de thèse, premier constat, c'est qu'effectivement, le travail d'insertion sert à minima à insérer les inséreurs. Donc ça donne du travail aux travailleurs sociaux, ce qui est déjà pas mal, ça fait plusieurs dizaines de milliers d'emplois quand même, avec les formateurs, avec les conseillers de mission locale, etc., donc c'est pas rien. Mais bon, là, l'interrogation, elle portait plus directement sur la jeunesse et sur les conséquences de ce travail sur les jeunes. Deuxième constat, quand on fait le terrain, donc c'est un terrain où j'ai inclus tout un ensemble d'institutions pour avoir comme ça une vision de la division du travail entre les différentes institutions. Et où j'ai essayé également de tenir les différents points de vue sur ce champ professionnel. Voilà. C'est parti d'un constat qui est que quand vous écoutez les sociologues qui travaillent sur ces sujets-là, ou sur la jeunesse, ou quand vous écoutez les professionnels de l'insertion, qui reprennent souvent les sociologues, qui parlent sur leur travail, on a un travail qui est un travail de socialisation, en fait, grosso modo. Bon, dans les versions un peu dures, on va dire bourdieusiennes, d'où je viens, parfois on parle de travail d'inculcation, d'habitus, machin, etc. Bon, bref, tout ça est un peu exagéré d'après moi. Ils savent que je suis pas d'accord. Sinon, il y a des formes plus soft, de socialisation pré-professionnelle. Enfin voilà, il y a une action comme ça qui s'épuise en grande partie dans des dynamiques de socialisation. Bon, le problème, c'est qu'une fois que vous allez voir les jeunes, c'est-à-dire quand vous passez de l'autre côté de la barrière, je pourrais le dire de façon triviale, mais je vais le dire de façon plus étayée, on va dire, les jeunes, on a l'impression que le travail de socialisation, c'est un peu comme de l'eau sur un rocher, vous voyez.
et que oui, c'est très gentil, c'est bien, mais moi, j'ai des intérêts immédiats, très concrets, à savoir trouver un emploi, trouver une formation, je suis à la rue, je veux trouver un logement, etc. Donc, il y a une disqualification forte du discours institutionnel et même des enseignements de la sociologie sur ce travail. Bon, est-ce que vous comprenez que ça fait un troisième étage d'interrogation, c'est-à-dire le premier c'est qu'est-ce qu'insérer socialement des gens qui sont déjà socialement insérés, le deuxième c'est qu'est-ce qu'insérer professionnellement des gens dans un contexte où il y a quand même pas beaucoup de travail, et troisièmement on se pose quand même un certain nombre de questions puisque le public sur lequel porte le travail partage absolument pas le point de vue des professionnels sur les effets de ce travail. Bon, ce qui est quand même assez troublant quand on travaille sociologiquement sur ces questions-là. Donc j'ai cherché à résoudre ce problème-là, tant bien que mal, et donc à construire un protocole d'enquête qui permet de répondre plus ou moins de façon satisfaisante à ces questions-là. Donc je pense que pour comprendre les effets ou les conditions d'efficacité du travail d'insertion, bon voilà, il faut s'élever, faut aller à la fois, enfin tenir une position un peu qui tire dans les deux sens, dans deux sens opposés, c'est-à-dire qu'il faut aller voir au plus près ce que font les gens et en même temps, qu'est-ce qui se passe dans un bureau de mission locale, qu'est-ce qui se passe dans une salle de formation, et puis en même temps s'extraire de cet univers-là pour comprendre de façon plus globale ce qui se passe. Voilà. Donc, la première chose, c'est que il y a à la fois, pour comprendre tout ça, il faut reprendre une vieille notion d'un économiste qu'il faut lire, Poliani, c'est intéressant en ce moment de lire ça, la grande transformation. Donc, il faut parler d'encastrement social et puis d'encastrement économique, en fait, des structures d'insertion. Bon, on est dans un contexte qui est très très dépendant, on est dans une activité qui est très très dépendante de phénomènes sociaux qui sont exogènes et étrangers en fait au travail institutionnel qui est mené dans ces institutions-là. Je pars du principe que tout le monde connaît ce qui se passe dans ces institutions-là. Parfait. Alors, j'ai vu un oui, je pense qu'on tenterait. Donc, ça veut dire par exemple économiquement qu'il y a tout un ensemble de discours sur l'insertion des jeunes, l'intégration, etc., qui sont extrêmement fluctuants avec le contexte économique. Bon, par exemple, fait très intéressant, début des années 2000, période de Jospin, avec des belles mesures comme les emplois jeunes, par exemple. On peut partager, pas partager, mais au moins c'était une grande politique d'ampleur en termes d'emploi qui a eu des effets. On était dans un contexte où les experts de la Commission européenne annonçaient, il suffit de reprendre les publications qui doivent être, je pense qu'ils ne les ont pas toutes détruites, annonçaient le plein emploi en 2008. Caractère risible maintenant de ces annonces-là. On était donc dans une société qui allait arriver dans une société de plein emploi, et les jeunes qui étaient désinsérés, qui étaient incasables à droite, à gauche dans les entreprises, se sont retrouvés comme par magie en emploi. Et il n'y avait plus aucun problème d'employabilité de ces personnes-là. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément qui est il y a une dépendance très forte aux conditions et au contexte économique, et qu'il y a une relation de dépendance forte entre les discours sur les publics, le discours des professionnels de l'insertion, en fonction de ce qui se passe économiquement parlant dans la société. Donc on peut comprendre ce travail que si on s'intéresse au contexte économique, aux questions économiques, et grosso modo, c'était le numéro 1 ou 2 du CNPF, c'est-à-dire du MEDEF de l'époque, qui disait ça. Bon, les entreprises, elles sont pas là pour faire des emplois, elles sont là pour faire du business. Et pour insérer les gens, il faut qu'il y ait du business et il faut qu'il y ait des emplois. Bon, voilà. Et les problématiques d'insertion disparaissent un peu comme par enchantement quand on est dans une période de pénurie de main-d'œuvre. Voilà. Ce qui peut arriver très vite. Ça permet d'identifier, en tout cas de bloquer une chose, c'est-à-dire d'identifier que les problématiques d'insertion sont très fortement arrimées à des problématiques morales. Qu'est-ce qu'un bon jeune? Vous savez, c'est les vieilles problématiques qui sont assez classiques en traitement de la pauvreté.
Guérémec par exemple, sur les bons pauvres, les mauvais pauvres, les bons jeunes, les mauvais jeunes, les jeunes qui jouent le jeu de l'institution, qui jouent pas le jeu de l'institution, les jeunes qui jouent le jeu de la domination d'atelier, pour parler comme Max Weber, je crois qu'il y a un bâtiment pas loin qui s'appelle Max Weber, mon côté ethnographe, les jeunes qui jouent le jeu de la domination de l'atelier, et ceux qui sont inemployables, inинsérables, et qui jouent pas le jeu de la domination de l'atelier. Voilà, tout ça sont des points de vue moraux sur le public. Deuxième élément important pour comprendre ça, en tout cas pour comprendre le travail d'insertion, donc le premier c'est le champ économique, qu'est-ce qui se passe au niveau économique, on n'est pas dans une bonne période en ce moment, il y a beaucoup d'inimployables. Deuxièmement, c'est le champ politique, donc on est sur une activité qui est fortement dépendante de ce qui se passe dans le champ politique et des contraintes qui sont imposées par le conseil régional et les autres instances. Et donc c'est très dépendant des potentialités des dispositifs, dépend des personnes qui travaillent dans les dispositifs, et très dépendant de ces institutions du champ politique. Voilà. En termes de définition de parcours, en termes de moyens qui sont donnés pour permettre telle ou telle chose avec les jeunes. Autre élément fort, je crois qu'on en parle récemment là, vu les événements, c'est l'action de l'institution scolaire. Voilà. C'est-à-dire que les parcours d'insertion s'inscrivent, en tout cas les institutions d'insertion, excusez-moi, s'inscrivent dans un champ d'institutions, voilà, et arrivent après l'institution scolaire, et donc ce qui s'y est passé est très déterminant sur la suite. Bon, c'est l'ensemble des jeunes qui veulent pas retourner en formation si c'est trop scolaire. Ça définit un passif qui définit une capacité à se mobiliser, d'apprentissage, à vouloir faire un ensemble de choses. Voilà. Bon, on est, c'est un peu vite sur tout ça, mais disons qu'on commence à avoir c'est même pas des briques, c'est des parpaings importants qui fait que le professionnel se prend ce champ de détermination sociale en pleine poire, à travers le jeune, à travers les employeurs, à travers les représentants de telle ou telle institution étatique. Voilà. Et doit en permanence composer avec ces contraintes-là. Ensuite, il y en a une quatrième, qui n'est pas des moindres, c'est les jeunes eux-mêmes. Donc ce que je disais au début, c'est que quand on va voir les jeunes, on s'aperçoit qu'ils sont centrés sur des intérêts extrêmement prosaïque, matériel, et que le discours en fait moral que peut avoir les professionnels de l'insertion, c'est bien, faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, est plus ou moins bien reçu, ou en tout cas est réintégré de façon extrêmement rapide dans des stratégies d'utilisation des institutions. Bon. En fait, les jeunes, mais comme tout bénéficiaire de dispositifs sociaux ou utilisateurs d'institutions sociales, se comportent en proto-professionnels. Proto-professionnels, pareil, c'est un livre qui s'appelle « Sous l'aile protectrice de l'État » de Abraham Swann, qui est un livre très très intéressant, en tout cas qui est très utile, pour éviter d'avoir une représentation très naïve en fait du public. Voilà. On a des travaux, par exemple Yasmine Ciblo qui travaille sur le rapport des classes populaires aux institutions publiques, qui montre bien qu'il y a il y a des socialisations familiales au service public. Voilà. Donc les familles fréquentent les institutions, tout le monde connaît les institutions. Et finalement, on a des gens qui connaissent le discours qu'il faut tenir en institution pour obtenir tel ou tel subside, telle ou telle aide, obtenir telle ou telle chose. Donc on a des gens qui ont des stratégies d'usage, d'utilisation de ces institutions-là. Et donc, qu'on soit formateur ou qu'on soit conseiller en mission locale, on doit composer avec ces stratégies-là.
Donc on est dans une espèce de position, moi j'ai jamais compris pourquoi on devenait travailleurs sociaux, mais on est quand même dans une position qui est extrêmement désagréable d'après moi, c'est-à-dire que vous avez tellement de paramètres avec lesquels composer. Alors l'employeur X qui peut pas embaucher, qui donc fait que des contrats précaires et fait que des stages de préqualification, etc. Le conseil régional qui, comme il doit justifier son activité, ses financements, passe sa vie à embêter tout le monde avec des évaluations permanentes. Le champ éducatif qui dit que c'est pas de sa faute, enfin qui pose un ensemble de problèmes un peu par ricochet. Et puis vous rajoutez là-dessus le public qui en plus fait pas ce que vous voulez tout le temps quand vous êtes travailleur social, ou quand il fait montre de faire ce que vous voulez, finalement le fait pas forcément pour la raison que vous pensez qu'il le fait. Voilà. C'est abstrait. Par exemple, je rencontre un jeune qui avait un CAP, pour être concret, de pâtissier dans une formation cariste. Moi, j'ai fait du travail de terrain de longue haleine, donc je trouvais ça un peu bizarre, il présentait bien, etc. Bon, qu'est-ce que vous faites là, jeune homme? Je veux devenir cariste. Ça, c'est le premier entretien. Parce que c'est un bon travail. D'accord, très bien. Je trouvais ça quand même bizarre. Et alors, j'ai fait 3-4 entretiens avec lui, et finalement, au bout d'un moment, une fois qu'il y a une relation de confiance, que bon, il a vu que le sociologue qui traînait là était pas très méchant, lui payait des cafés, ce qui lui permettait de sortir de la formation. En fait, il était avec une nana, mais sa mère était pas d'accord qu'il soit avec cette fille, donc elle l'avait foutu à la porte, et donc il était allé voir sa conseillère pour trouver un logement pour pouvoir s'installer avec sa copine. Et il s'était dit que stratégiquement, comme elle voulait lui fourguer une formation cariste, parce qu'il fallait remplir la formation cariste de sa copine de l'organisme de formation, peut-être que ça augmentait ses chances d'obtenir un emploi par contre-coup une fois qu'il aurait obtenu son truc de cariste, qu'il voulait vraiment pas faire. Vous voyez ? Donc, la conseillère appelle chez lui et tombe sur sa mère. Qui lui explique son problème. Et donc le jeune, dernier entretien, était catastrophé parce que sa mère avait mis à bas toute sa stratégie qu'il avait montée, et s'il se retrouvait finalement sans obtenir de logement, et en plus il se trouvait dans une formation qu'il n'avait pas du tout de faire parce que le gars il était pâtissier. Et puis il aimait bien être pâtissier finalement. Et donc voilà, donc là vous avez une conseillère qui avait mis en place tout un ensemble de choses pour aider ce jeune qui avait subi des choses très dures avec sa famille et qui se retrouvait avec un jeune dont elle savait plus quoi faire et avec laquelle la relation était devenue très compliquée. Bon, une fois qu'on a posé tout ça, ça appelle à une certaine humilité. Donc l'efficacité de ces dispositifs est très naturellement variable. Ils ont une fonction qui est une fonction un peu méta, qui est une fonction assez traditionnelle en sociologie du chômage qu'on appelle de gestion de la file d'attente. Voilà. C'est-à-dire que les représentations des économistes sur le chômage, sur le marché du travail, c'est une file d'attente. Voilà. Et donc vous faites, il y a une politique occupationnelle, si vous voulez. Attention, je suis au premier stade. Hein. Une politique occupationnelle où on gère la file d'attente sur le marché du travail. Hop, qui est orienté vers telle formation, qui est orienté vers telle autre, qui bénéficie de tel dispositif, etc. Donc ça, à un niveau méta, ça vous gère une file d'attente et ça fait patienter les gens sur le marché du travail, acquérir un ensemble de compétences, de certifications, etc. Mais voilà, il y a une fonction d'attente sur le marché du travail puisqu'il y a, selon les économistes, c'est une image qui est plutôt bonne, une file d'attente et qu'on doit la gérer comme file d'attente. Deuxième action, je fais pas partie du tout de ceux qui disent que les dispositifs d'insertion ne servent à rien, je fais partie de ceux qui disent que ça sert pas forcément à grand chose pour ce qu'on leur assigne comme mission, mais que pour d'autres c'est très utile. Pour d'autres missions, c'est très utile. Voilà. Trouver un emploi, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, ça peut être efficace avec certaines personnes, dans certaines configurations très particulières, mais c'est pas en faisant des dispositifs d'insertion qu'on va résoudre le problème du chômage des jeunes. En tout cas, à ce niveau de problème de chômage des jeunes. Voilà. Donc les dispositifs, ils servent à autre chose. De façon positive, ils servent
de façon indéniable à augmenter les ressources professionnelles et relationnelles des jeunes qui passent à travers ces dispositifs-là. Voilà, ça c'est la première chose. Surtout, ils servent, c'est ce qu'on constate, à ce que moi j'appelle étayer en fait le rapport au travail des publics. Étayer le rapport au travail, c'est que ça sert au moins à trois choses. D'une part, à renforcer ce qu'on va qualifier de sens de l'orientation sociale. Ce qu'on appelle le sens de l'orientation sociale, c'est la capacité qu'a chaque individu à s'orienter dans le monde social. Par exemple, je pense qu'il y a peu de gens qui aspirent à devenir président de la République ici. Vous voyez ? Voilà, j'ai toujours du succès avec ça. Donc voilà. Et ce qu'on constate, c'est que à part quelques cas loufoques de l'exemple du jeune qui veut devenir médecin avec son CAP de je sais pas trop quoi, ou devenir avocat, bon, c'est souvent plus sous le mode de la boutade et de la provocation, mais très très souvent, l'espace des possibles professionnels, il est connu, il est maîtrisé, et on veut éviter un tant soit peu les situations de travail les plus subalternes et où les conditions d'exploitation sont les plus fortes, mais que grosso modo, le champ des aspirations professionnelles, il est assez balisé chez les jeunes. Et les institutions d'insertion, elles servent à resserrer et à confirmer, sont des institutions de reconfirmation de ces potentialités sociales qui sont qu'on colporte avec les ressources dont on dispose. Voilà. Quand on a un CAP, on peut faire ci. Quand on a un bac, on peut faire ça. Quand on a un doctorat, on peut peut-être devenir professeur d'université, mais c'est pareil compliqué en ce moment. Hein. Donc même plus quoi. Donc voilà, on sait, voilà, chaque étape ouvre un champ des possibles. Deuxième élément, même si les projections, les aspirations sont connues, maîtrisées, les institutions sont aussi là pour rappeler une deuxième chose. L'étayage, c'est ça, c'est-à-dire le sens des limites, ce à quoi on peut décemment aspirer. Voilà. Et donc le sens des limites, c'est par exemple, je suis une jeune femme et je veux je veux devenir aide-soignante. Bon, j'ai un niveau, mais je l'ai passé en Algérie et l'éducation nationale considère que j'ai un niveau 3e. Bon, ok. Là, le professionnel de l'insertion, il se dit, c'est mal barré, j'en ai pour 2 ans avec elle. En gros, il dit ça. Et donc, son travail consiste à quoi? 1, à construire une relation de confiance, 2, à aider au maximum cette personne-là, et 3, à lui faire comprendre que aide-soignante, ça va peut-être être compliqué parce qu'il y a un ensemble d'examens, de diplômes à passer, où la maîtrise du français est importante, mais que par contre, on peut descendre dans l'échelle, vous voyez, des professions. Et donc, trouver une voie qui est une espèce de substitut à l'aide-soignante. C'était Vincent Dubois qui avait donné cet exemple-là. Par exemple, c'était le conseiller de mission locale qui se retrouve avec un jeune, c'est pas un exemple de chez moi, c'est un exemple de vers Strasbourg, qui voulait devenir espion. En ce moment, ils embauchent, je crois. Depuis peu. Et vous êtes emmerdé parce que c'est enregistré, avec quelqu'un qui veut devenir espion. C'est un peu compliqué. D'accord? Bon, et ben finalement, tout le travail du conseiller a consisté à le faire devenir agent de sécurité. Et le type était, paraît-il, je l'ai pas vu moi, hyper content, parce qu'il avait une espèce de fonction, agent de sécurité, vous voyez, peut-être pas d'espionnage, peut-être des clients qui veulent voler, mais il avait un truc qui ressemblait un peu à espion, enfin c'était pas, vous voyez, il était pas sur la chaîne, quoi. Et il était très très content. Et donc, vous jouez comme ça, en fait, le travail consiste, avec le temps, à jouer avec le niveau d'aspiration et de trouver des voies qui sont des voies professionnelles acceptables pour les personnes à qui ces dispositifs s'adressent. Et enfin, la troisième dimension, qui est une dimension morale, également,
qui est en fait le renforcement d'un ensemble de dispositions socio-professionnelles. Si vous voulez, là, on a là en gros les trois grandes logiques du champ de l'insertion. L'orientation sociale, c'est, si vous voulez, les missions locales, ce vers quoi je peux aller, me diriger, au sens très, très large. Les organismes de formation qui travaillent par exemple sur le projet professionnel sont plus à cheval entre orientation sociale et sens des limites. Voilà. On t'offre un temps comme ça où tu testes des choses et tu sais que tu peux pas passer par là, tu peux pas passer par ici, et que tu vas passer par cet endroit-là. Et puis plus on va vers du préqualifiant et plus on va vers le renforcement des dispositions professionnelles. Et là, ce renforcement des dispositions professionnelles est essentiellement, en tout cas pour les publics les moins qualifiés, le renforcement d'un ensemble de dispositions morales. D'une part parce qu'on est dans un champ professionnel où le capital professionnel est faible. Voilà. Manutentionnaire, si vous voulez, moi j'ai fait des entretiens avec des manutentionnaires, si vous voulez si vous voulez que le manutentionnaire pense que vous fichez de lui, vous lui demandez de vous expliquer ce qu'il fait au quotidien. Il vous regarde comme si vous étiez un martien en se demandant si on se fiche de lui, parce que pour lui c'est juste porter des choses ou mettre des marchandises dans un rayon, et il n'y a pas besoin de s'expliquer sur ça. Donc on est dans un champ professionnel où le capital professionnel en tant que tel, je sais pas, pensez aux médecins, pensez aux avocats, pensez aux sociologues, pensez aux travailleurs sociaux également, qui sont aussi... on est dans un champ où finalement il n'y a pas besoin de compétences énormes, mais il y a surtout besoin de compétences sociales et morales. Du bon ouvrier. Et alors ça, c'est un invariant historique. Il faut relire tous les travaux de publication, bon bref, c'est pas grave. Celui qui a publié Le Sublime, Cotreau. Je crois que c'est ça. Enfin, Le Sublime, c'est pas lui, mais lui, il a fait la préface. Historien du monde ouvrier, bon, il explique très bien comment au XIXe siècle, ce sont des dispositions morales qui priment. Il y a des travaux qui ont été publiés là, dans la revue du CEREC qui montrent aussi ça de façon très, très forte. Et donc, on est bien là sur le renforcement de dispositions morales du registre du répertoire d'action légitime, si vous voulez, en entreprise. Le répertoire d'action légitime en entreprise, c'est j'ai été arnaqué sur mes heures supplémentaires, j'y vais pas en caïd des cités, quoi. J'y vais en personne, respectable, bonjour, excusez-moi, je crois qu'il y a eu un problème avec ma feuille de paye. Vous voyez, il y a un répertoire légitime d'action en entreprise. Je suis pas en train de dire que tous les jeunes ne le maîtrisent pas, mais disons qu'une partie de l'action consiste à renforcer les dispositions, qui sont des dispositions morales. Arriver à l'heure, dire bonjour. Ça a l'air trivial, mais une grande partie du travail en mission locale, moi, de ce que j'ai pu voir, ça consiste en ça, quoi. Ça consiste en réaffirmation de dispositions morales. Ce qui se passe quand on s'éloigne encore du temps, c'est qu'on est, en fait, quand on s'éloigne de ces institutions-là, ce qu'on voit, enfin, quand en tout cas on sort du bureau des missions locales, on sort de l'organisme de formation, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces institutions-là intègrent un maillage qui est très fragmenté, où les actions ne sont pas forcément congruentes, un maillage d'institutions qui rappelle, de façon peut-être pas incessante, mais qui rappelle de façon régulière, un ensemble de principes moraux, qui réaffirment finalement le sens de sa place pour les individus, pour parler comme Goffman. Par exemple, un des enjeux dans les institutions, c'est qu'elles se mettent toutes bien en ligne, parce que les jeunes, par exemple, à mon époque, passaient d'une institution à l'autre pour obtenir ce dont ils ont besoin et qu'on leur refusait dans la première institution visitée. Et si vous en avez une qui donne ce que l'autre a refusé, alors là, il y a un certain nombre de turbulences dans les partenariats. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la même chose, par exemple, pour les conseillers en mission locale. C'est-à-dire que, par exemple, il y a, en tout cas sur les sites où vous avez des groupes... Ce n'est pas un attentat, et ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas touché.
Si vous avez des sites, par exemple, genre des jeunes d'une cité, d'un ensemble, d'accord ? Bon, bah, on le voit avec le travail ethnographique, il y a une bourse du conseiller en mission locale, si vous voulez. Va pas voir un tel, va voir un tel, plutôt celui-là, parce que si tu lui dis ça, tu vas avoir ci, alors qu'avec, vous voyez, il y a une espèce de hiérarchisation. Ils connaissaient ça, les proto-professionnels. Et surtout, tu lui dis pas que. Tu lui dis que tu veux un emploi. Vous voyez, il y a tout un ensemble d'échanges d'informations qui existent. Mais l'un dans l'autre, on est face à un discours qui se répète tout le temps parce qu'il est basé sur des principes simples d'évolution dans le monde social et professionnel. Voilà, principes moraux très simples, c'est pas très complexe finalement. Et donc il y a répétition de ces principes. Si on s'arrête là, on loupe tout. Donc je vais continuer. Ce qu'il y a, c'est que ce maillage-là, il n'est pas tout seul et il colporte un ensemble de principes, d'accord, qui font résonance avec les socialisations familiales, les socialisations des groupes de pairs, la socialisation dans l'institution scolaire, etc. Donc il y a tout un ensemble de discours qui font résonance. Et les institutions d'insertion peuvent paraître avoir une certaine efficacité parce qu'il y a cette résonance-là qui se fait. Et ces instances de socialisation sont bien plus puissantes, naturellement, que les institutions d'insertion. C'est-à-dire que la répétition de ce que peuvent dire les familles, les mères, les pères, les frères, les copains, etc., est beaucoup plus efficace en termes de socialisation que ce que peut dire le conseiller de la mission locale, tout sympa qu'il soit, mais qu'on voit une fois tous les 2 mois. Vous voyez ? Ou le formateur. Bon, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, faut repenser aussi à la file d'attente, c'est qu'on s'aperçoit que tout ça rentre dans un tempo très normé en fait de la vie sociale. Alors, je pense qu'il y a des travailleurs sociaux, je crois ici, je pense qu'ils seront d'accord avec moi. Ce qu'on voit de façon très récurrente, c'est qu'il y a une difficulté. Plus on est face à des jeunes, et plus c'est dur de travailler avec eux. D'accord ? Donc les 17, 18, 19, 20 sont un public qui est particulièrement dur à travailler. Et plus on avance vers 25 ans, et plus le discours institutionnel, il y a de la réception et de l'appropriation de ce discours institutionnel. C'est parce qu'en fait, on a les mêmes choses, par exemple, avec les courbes de la délinquance, qui se tassent à partir de 25 ans. Les délinquants arrêtent d'être délinquants et se normalisent dans leur trajectoire se normalise, où certaines peuvent finir dans le grand banditisme, puis là récemment il y a une nouvelle ouverture professionnelle, même si on peut pas trop en plaisanter, mais disons que c'est un nouveau champ, limité, mais qui s'est ouvert. Et donc, ce qu'on voit en fait sur ce temps-là, c'est que biographique, c'est qu'il correspond à la montée en puissance d'un ensemble de contraintes de la vie sociale qui se substituent aux attentes et aspirations de quand on est plus jeune. Voilà. Pourquoi c'est difficile de travailler avec par exemple les 17-20 ans, c'est qu'ils sont dans une période, par exemple que Gérard Mauger qualifie d'apesanteur sociale. Voilà. Où on a aussi des travaux de Paul Willis qui sont très bien sur ça, sur la culture ouvrière, et qui montrent clairement que les jeunes sont dans un espace indifférencié d'emploi, et donc vu que ce sont des emplois qui n'offrent pas grand-chose, on peut partir, venir, le quitter, changer, devenir cariste ou pâtissier, vous voyez, tout ça est une espèce de mélange où il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Et il y a des bascules professionnelles. Oui. Un jeune de 18 ans, par exemple, quand moi je faisais les entretiens, il n'y avait rien de pire que de lui faire parler du travail, parce que ça m'ennuyait à mort. Et donc, pour pouvoir parler du travail, il fallait parler moi j'étais dans un endroit qui était assez dur, dans le nord de Paris,
fallait parler de ce qui l'intéressait, quoi, c'est-à-dire des baraques de shit, de telle bagarre, de tel truc, de telle nana, vous voyez, de choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Je partage plus ou moins, naturellement, mais disons que voilà, qui sont au centre des intérêts. Et après, on peut parler du travail, de la formation, du formateur, etc. Sinon ça. Et ce qu'on voit, c'est que quand les contraintes du type quitter sa famille pour s'installer, avoir une copine ou un copain, avoir un enfant, etc., que ces contraintes apparaissent, voilà, nos inemployables deviennent inemployables et se plient à l'ordre social et professionnel. Et que les trajectoires se normalisent. Et finalement, le travail d'insertion a une efficacité, apporte un ensemble de ressources, permet à tout un ensemble de jeunes de bénéficier des droits qui sont les leurs, voilà, auxquels ils n'auraient pas droit, mais sur la dimension insertion sociale et professionnelle, finalement, accompagne des mouvements biographiques, une évolution des individus, et les accompagne seulement, en ayant une action extrêmement limitée. Et quand vous rentrez dans les institutions, l'efficacité des dispositifs, elle n'a pas forcément une cause interne, l'action des professionnels, elle a bien souvent des causes externes et complètement étrangères aux dynamiques de travail impulsées dans les institutions. Voilà. Donc, à partir de là, on pourrait se dire, bon, finalement, ça servirait pas à grand-chose. Bon, je crois que j'ai dit plusieurs fois que c'était quand même utile. Ça permet de bénéficier d'un ensemble de conseils, ça permet de bénéficier d'accéder à des formations auxquelles il serait quand même difficile d'accéder sans l'action des professionnels, ça permet d'avoir des logements, enfin, ça permet tout un ensemble de choses qui sont nécessaires. Ce sont des filets de sécurité ou des supports d'individualité, comme dirait Robert Castel. Mais sur la dimension insertion, on reste sur une activité qui est une activité à forte teneur pédagogique et morale. Ce qui ne veut pas dire inutile, mais ce qui veut dire que pour compter sur les dispositifs d'insertion pour résoudre des problèmes qui sont finalement pas les leurs, c'est-à-dire des problèmes d'emploi, on n'est pas sur la chose la plus efficace qui soit. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre ce que c'est qu'insérer finalement. Voilà. C'est une action par petites touches, impressionniste, une socialisation impressionniste, qui est un grand mouvement de peinture révolutionnaire, utile. Et donc, c'est une socialisation impressionniste et qui fait chorus avec l'ensemble d'autres institutions socialisatrices et qui permet de limiter la casse. Voilà. De limiter la casse au niveau social et professionnel. En gros, voilà ce que je pouvais raconter. Alors, je suis passé rapidement sur tout un tas de choses. Je pense que je suis à peu près dans les temps. Voilà, en gros, à grands traits, le travail que j'ai essayé de mener, qui proposait en fait, par rapport à tout un ensemble de travaux sociologiques, une espèce de pas de côté, finalement, en prenant en compte tout un ensemble d'autres déterminations qui sont souvent étudiées de façon soit saucissonnée, soit par économie. Le sociologue rentre en général par les institutions. Et donc c'est une sociologie souvent du point de vue institutionnel, plus qu'une sociologie d'un objet scientifique dont je vous ai fait la grâce de la construction savante. Merci beaucoup. Merci Xavier Zunigo. Il nous reste à peu près un quart d'heure, donc on va prendre quelques questions. Oui, bonjour, Fanny Webb, Ville de Rennes. Je suis là. J'aurais souhaité que vous parliez de la discrimination systémique
Vous ne l'avez pas évoqué. Est-ce que vous pouvez en parler succinctement? Attendez, qu'est-ce que vous appelez la discrimination systémique? Vous avez quoi là-dedans là? Structurelle ou systémique? Systémique, c'est-à-dire que dans les situations où, par exemple, un conseiller qui connaît déjà que telle entreprise ne prendrait pas de personnes de confession musulmane, ne proposerait pas à un jeune qui l'accompagne et qui est de confession musulmane le poste qu'il y a à pourvoir. D'accord. Ok, c'est... Ouais. C'est-à-dire, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a une... comment dire, d'une part, on est face, en tout cas, bon, ça dépend... moi, j'ai rencontré peu de fonctionnaires de l'insertion. J'ai plutôt rencontré des gens qui étaient très motivés et très engagés dans leur métier. Ça, c'est la première chose. Et qui avaient... et dont le moteur du travail était basé sur la construction d'un rapport de confiance avec le public. Je crois qu'Isabelle Coutan est passée par chez vous. Je ne sais pas de quoi elle a parlé, mais en tout cas sur un de ses livres, Délit de jeunesse, elle explique très bien ça. Alors, le moteur de l'efficacité, c'est qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure. Et donc une relation pédagogique, on peut appeler ça pédagogique, puisqu'elle a pour principe, par rapport à ce que j'ai raconté, de transmettre, en tout cas de renforcer, parce que c'est pas de la transmission, parce que personne n'ignore les principes moraux simples qui sont enseignés, de renforcer un ensemble de dispositions, d'attitudes, d'acceptation de l'ordre des choses, on va dire comme ça. Et donc, le but est pas de mettre en difficulté les personnes sur le marché du travail. Par exemple, envoyer un jeune musulman dans une entreprise qui fait de la discrimination, c'est l'envoyer à le confronter à une violence symbolique forte qui peut décrédibiliser complètement la posture d'inséreur, en tout cas de travailleur social. Et donc, ce qu'on voit sur le terrain, c'est un travail si on pourrait presque dire ça, c'est-à-dire d'éclaireur sur le marché du travail. Voilà. Et ce que moi j'ai vu, c'est qu'ensuite, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies des jeunes pour obtenir gain de cause par rapport à leurs attentes, obtenir telle aide financière, obtenir tel logement, obtenir un accès à telle formation parce que ça lui permet je sais pas trop quoi. Mais il y a aussi des contre-stratégies des professionnels de l'insertion. Et donc, bon, là, dans le cas que vous donnez, je pense que c'est peut-être un petit peu violent, mais je sais que, par exemple, ramener le sens des limites, ramener les jeunes à une certaine réalité sur le marché du travail, c'est aussi, quand ils veulent pas jouer le jeu du discours institutionnel, les envoyer sur le marché du travail et sur le marché de la formation, se casser les dents. Je veux aller dans telle formation, mais tu pourras pas y accéder parce que t'as pas tel niveau. Ok, t'y vas, va passer les tests. Voilà. Et on crée comme ça des dispositions favorables au travail pédagogique des inséreurs. Voilà. Ensuite, c'est un champ professionnel qui est extrêmement démuni face aux pratiques des employeurs. Voilà. D'une part, parce qu'il y a des pressions du champ politique fortes, de culture du résultat, c'est-à-dire sur des choses, on demande des résultats sur des choses sur lesquelles on n'a pas pris. Il y a quand même des postures d'injonction paradoxale fortes, mais disons qu'il y a des injonctions fortes au résultat. Ça, c'est la première chose. Et deux, à part faire le tri entre telle et telle entreprise, vous voyez, il y a quand même pas grand-chose à faire en direction des employeurs. Voilà. Donc voilà, ce sont des éclaireurs qui permettent d'éviter de faire le raccourci et de pas s'exposer trop à la violence symbolique sur le marché du travail pour une population qui se tape quand même la violence symbolique depuis de nombreuses années, ne serait-ce que dans l'institution scolaire, par exemple. Voilà. Et donc il y a une population qui même si elle peut être parfois, en tout cas pour certains jeunes que j'ai pu rencontrer, très ramenarde, est aussi extrêmement fragilisée, parce qu'ils savent que les ressources dont ils disposent sont extrêmement pauvres. Voilà.
Et donc je pense que la dimension filet de sécurité ou support d'individualité, moi j'aimais bien cette expression-là, et même dans l'exemple que vous mentionnez, assez efficace pour comprendre ce qui se passe. Comme on vient de se mettre d'accord avec Philippe Jourdan, le directeur de la mission locale, donc je commence. Je voulais savoir, dans ce que vous avez pu observer, je me demandais quel était l'effet de l'accent qui est de plus en plus mis sur l'emploi, les impératifs d'emploi, la lutte contre toute forme de décrochage scolaire, etc. Donc, justement, par rapport à ce que vous dites, le fait que finalement on a des professionnels qui n'ont pas une marge de manœuvre très très importante par rapport à ça. Quel est l'impact de ça dans la relation qui s'établit entre le professionnel et le jeune? J'imagine que vous avez un petit peu de recul dans le temps. Est-ce que vous avez vu une évolution des relations au cours des dernières années? Récemment, j'ai pas trop de billes pour répondre. Ça fait longtemps que je suis plus allé sur ce terrain-là. Ça, c'est la première chose. Disons que sur ces... ça, on est sur un champ de... Comment dire ? Il y a des oppositions qui sont des oppositions classiques et qui ont toujours cours actuellement. Enfin, en tout cas, moi, même si je suis pas allé récemment sur le terrain, quand je suis en conférence avec des travailleurs sociaux, ils me parlent de la même chose qu'il y a 15 ans. Donc, je me dis que toujours causer, parce que ils vont parler de la même chose. Donc les oppositions entre le professionnel et le social, par exemple, par rapport à l'emploi, sont des oppositions qui sont des oppositions actives et qui sont là depuis très très longtemps en fait. Si vous écoutez Schwartz, quand moi je l'avais rencontré, il racontait ça là, j'en ai parlé dans, je sais pas si j'en ai parlé là-dedans, mais même les socialistes en 81, ils parlaient qu'emploi. Et lui, son problème, c'était de réussir à faire la promotion avec plein d'autres, parce que de cette dimension sociale. Donc on est vraiment sur donc l'insertion professionnelle, moi c'est pour ça que je dirais pas que ça sert à rien, en tout cas je suis pas ceux du tout qui disent ça. C'est un champ de lutte, c'est un champ de lutte politique, si vous voulez, de politique de basse intensité, c'est pas la lutte politique au sens strict du terme, mais bon, ce sont des valeurs, voilà, et ce sont des prises de position dans la société. Et faire la promotion de l'insertion professionnelle, à tout craint, c'est pas la même chose que de faire la promotion de l'insertion sociale et professionnelle. Bon. Donc ça, on le voit. Par rapport aux problématiques de décrochage scolaire, moi, ce que j'ai vu, c'est surtout que, on va encore taper sur sur l'éducation nationale, mais c'est qu'il y avait, l'éducation, c'est un peu l'éducation nationale, c'est un peu comme la médecine, quoi, si vous voulez. Les médecins, c'est un corps professionnel très particulier quand même. C'est-à-dire que c'est eux qui ont raison quoi qu'il se passe, quoi, même quand ils ont tort. Bon. Oui, je sais, mais je l'assume parce que je connais bien les médecins. J'en parle souvent avec eux, mais c'est pas grave. Et l'éducation nationale, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que dans la hiérarchie des ordres, parle comme une autre société qui, on pense qu'il y a tout court, mais qui est toujours là. C'est-à-dire que l'éducation nationale est l'institution dominante par rapport aux institutions sociales, et qu'à chaque fois que l'éducation nationale, ou qu'on a voulu faire des tentations d'hybridation, ça se passait assez mal, parce que les conceptions de ce qu'est l'éducation, de ce qu'est l'apprentissage, de ce qu'est l'insertion sont complètement différentes. Et donc, je pense que à un niveau institutionnel, c'est assez problématique pour créer des partenariats, que ça peut mettre en porte-à-faux les professionnels, etc., mais qu'ensuite, dans les bureaux des missions locales, dans les organismes de formation, ça permet aussi, ces oppositions institutionnelles plus méta, de développer un discours de, vous savez, c'est Hogarth, là, c'est eux, nous et les autres, quoi. Et en fait, ça permet aux professionnels de l'insertion de rentrer dans un discours où vous faites pas collusion, mais en tout cas, vous faites alliance avec le jeune contre les institutions qui les ont malmenés, finalement. L'institution scolaire, les histoires de décrochage, les histoires de l'emploi, enfin voilà, par exemple, voilà, n'importe quel travailleur social sait que s'il n'y a pas d'emploi, c'est difficile d'insérer, et donc
tenir un discours accessible pour le jeune. Et donc la difficulté pour répondre, c'est que tout ça est un jeu à plusieurs bandes, enfin un billard à plusieurs bandes, et que voilà, on est sur plusieurs niveaux de réalité. J'ai conscience du manque de substance de ma réponse. Oui, bonjour, je suis donc Philippe Jourdan, le directeur de la mission locale ici à Rennes. Juste, je voulais réagir sur l'aspect discrimination. On vous dit, évidemment, on n'envoie pas les jeunes au casse-pipe. En même temps, on a quand même des moyens, éventuellement, de faire valoir des droits. La halte, etc. Enfin, on est armé tout de même pour le conseiller lorsqu'il est victime d'une discrimination. Ça nous paraît un peu dans le cœur de nos métiers aussi, hein, puisqu'on a affaire à des jeunes qui, globalement, effectivement, sont souvent discriminés. Alors, juste pour s'en vouloir, c'est vrai que je vous ai écouté avec forcément un peu l'attention, vous n'avez pas déglingué les structures des institutions tout en les relativisant, même si je partage ce point de vue, peut-être un peu réducteur quand même, dire que on sert à finalement vérifier que les jeunes arrivent à l'heure, je vous l'ai dit un peu comme ça, bon, c'est un peu réducteur, dire aussi que les lignes bougent en fait, je sais pas à quel moment vous avez travaillé, je reviens un peu en retard, mais je trouve que les lignes bougent entre les différentes institutions. En particulier sur la formation. Alors vous avez dit bon les dispositifs d'insertion, oui la file d'attente, je vous rejoins, c'est-à-dire on essaye de mettre en priorité des gens qu'on considère prioritaires, c'est vrai, et les dispositifs d'air public nous y conduisent puisqu'ils rendent accessibles à différents contrats en fonction de différents paramètres. Moi je veux dire, parce que voilà, c'est ce qu'on vit en ce moment, que il y a des dispositifs nouveaux qui peut-être bousculent un peu ces représentations qu'on peut avoir. Je ne suis pas chargé de faire la promotion de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit, mais je peux vous dire que les emplois d'avenir, par exemple, ont été, je prends un chiffre, bassin d'emploi de Rennes, c'est 850 jeunes qui ont un emploi à temps plein durable et qui sont choisis précisément sur le fait que ils chômaient depuis longtemps et avaient un faible niveau de qualification. C'est quand même un chiffre qui n'est pas négligeable. Je veux souligner aussi ce qui se met en place avec la garantie jeune. Une fois encore, je ne fais pas de promotion, mais je trouve, peut-être à contre-courant, que les gens qui réfléchissent aujourd'hui font des choses qui semblent un peu plus adaptées qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans aux besoins que l'on rencontre dans les missions locales. Voilà. Après, il y a des choses que vous dites qui se font, je trouve assez juste. Hein. Alors aussi, il y a peut-être le fait, quand je dis une bouche, c'est entre la formation et donner des fonctions très précises au centre de formation, et distingue des missions locales, peut-être de moins en moins. Peut-être que c'est une question de fond, hein, de savoir qui doit fond. Vous avez raison de dire que c'est un échec éducation nationale souvent. Et donc le travail n'a pas été fait sur finalement l'orientation, au sens général un peu du terme. Personnellement, je pense que le fait qu'au fil des années on ait confié ça au centre de formation, c'est pas forcément une très bonne chose. C'est mon avis, dans la mesure où c'est le travail de fond d'insertion. C'est d'abord, alors la dictature des projets, je suis évidemment là-dessus très réservé. Néanmoins, je pense qu'on doit faire un travail là-dessus nous-mêmes, et je suis pas sûr que ce qui a été fait sur les, on appelle ça les POP, c'est ça, une prestation d'orientation professionnelle. Bon, je suis pas sûr que ce soit une réponse adéquate à des besoins qui sont une réflexion, mais peut-être que juste en petits mots, donc j'ai pas vraiment de questions, c'est juste des impressions. Je crois une chose qu'il faut souligner, il faut laisser le temps aux jeunes, c'est-à-dire que c'est aussi ça, vous avez, c'est différent à 18-25 ans, il y a un peu dans cette espèce de pression, et vous avez raison de la souligner, cette dictature du résultat, etc., fait qu'à 18 ans, moi, on m'aurait dit que je faisais ce que je fais aujourd'hui, ça n'existait même pas. Et donc, il est normal que, voilà, l'adolescence se passe et qu'on laisse le temps aux jeunes à se construire comme on a eu, en tout cas ma génération, le temps de le faire. C'est un peu ce qui fait défaut aujourd'hui. La pression publique fait qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte sans vraiment laisser à ces jeunes le temps de se construire. Voilà un peu quelques réflexions. Ouais. Oui, juste si je peux rebondir. Moi, sur la HALD, je suis d'accord, mais bon, ça fait longtemps que je suis sur ces sujets-là. Et c'est vrai que vu le taux, vu le niveau de discrimination, alors on se demande pourquoi les missions locales saisissent pas plus fréquemment la HALD, vu ce qui se passe sur le marché du travail.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est dans le champ du possible, mais c'est contre les intérêts immédiats. Voilà, il y en a très peu qui l'ont fait quand même historiquement, qui ont actionné ces leviers, en tout cas de ce que je connais, quoi. Oui, je suis allé peut-être un petit peu vite, mais je vous invite à me lire. Ça se réduit naturellement pas à rappeler les règles de la sociabilité ordinaire, arriver à l'heure, etc. C'est une des dimensions naturellement du travail de socialisation et du travail pédagogique mené dans les institutions. Ensuite, effectivement, il y a un ensemble de dispositifs qui sont intéressants, qui se sont mis en place, et qui sont, je pense, naturellement utiles. Ensuite, je suis pas sûr enfin, c'est toujours le problème, c'est qu'on est dans c'est le tonneau de Danaïde, c'est-à-dire qu'on est dans une problématique qui est une problématique sans fin, vous voyez, c'est-à-dire que le traitement social du chômage, à l'aide d'un certain nombre de dispositifs, est nécessaire. On peut pas en faire l'économie, mais résoudra pas le problème de, pour employer des grands mots, ces sociétés, qui fait qu'on arrive bientôt à 50 ans de problème d'emploi des jeunes, d'accord ? Et que ça fait 50 ans qu'on répète exactement les mêmes choses sur les jeunes, sur le devoir de la collectivité à l'égard de ces populations, etc., etc. Et qu'on a beau tirer dans tous les sens, monter les dispositifs qu'on veut, changer les noms, etc., on est quand même confronté à un problème structurel, sociétal, de fond, qui fait que ça fait 50 ans que ça dure. Voilà, 50 ans quand même, c'est pas rien. Et donc voilà, donc ça, ce que je veux dire, c'est que ça appelle peut-être des réflexions hautes, quoi. Voilà, hautes. Mais sinon, je partage votre avis sur beaucoup de choses. Je crois qu'il n'y a pas cours après, donc je crois qu'on peut prendre une toute dernière question, petite. Je voulais savoir si vous êtes penché sur des mécanismes d'insertion libéraux en termes de création d'entreprises et maintenant de jeunes en difficulté. Est-ce que vous êtes penché sur ce type de dispositif ? Non, j'ai pas travaillé sur ces dispositifs-là. Par contre, je suis assez sceptique. Enfin, en tout cas, quand je dis sceptique, c'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit dans des pays étrangers, mais ce qu'on voit ici également au Pôle emploi, mais ça fait longtemps que ça dure, mais c'était la NPE, c'est-à-dire que l'idéologie entrepreneuriale comme moyen, vous voyez, de résoudre le problème de chômage et le problème des jeunes, de chômage des jeunes en particulier, relève selon moi de l'illusion. Voilà. Ça veut pas dire qu'il faut pas créer des entreprises, tout ça, etc. Moi, j'en ai monté une, je vous déconseille d'ailleurs, mais bon, bref. On peut le faire si c'est un projet, etc. Mais ça peut pas être une politique. Voilà, vous voyez. C'est comme un petit peu au niveau des politiques publiques, des politiques sociales, certaines franges politiques conservatrices font la promotion de la famille pour se substituer aux politiques publiques, à ce que ne peut plus l'État. Bah, je pense que c'est, comme me concernant, et humblement, je pense que c'est une ânerie. Voilà. En tout cas, je suis politiquement en désaccord avec ça. Donc voilà. Allez-y, moi j'ai du temps. Non, c'est dans le même thème parce qu'en fait, il y a des politiques publiques locales qui mettent en place des Fab Labs, des pépinières d'entreprises et tout. C'est pas forcément que le test désengage. C'est une manière à l'échelon local de. Oui. Bah ça fait. Oui. Attention, ce que je dis. Oui, là, je me suis rapidement extrait de la problématique locale. Si ça fait partie du champ des possibles, oui, c'est tout à fait. Ça fait partie des technologies, d'un panel comme ça d'actions possibles. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas tergiverser, il faut le faire, en faire la promotion. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est méfiance par rapport à des bascules, vous voyez,
qu'on a vu dans d'autres pays, un peu plus, je sais pas, par exemple au Mexique, il y a eu ça beaucoup, dans les pays d'Amérique latine aussi, où l'idéologie entrepreneuriale se substitue, disons, à une idéologie de la société salariale. Alors, grosso modo, il faut tous être entrepreneurs de soi-même. Bon, ok, super, c'est bien, à part qu'on ait des millions. Alors, on fait comment, quoi? Vous voyez, concrètement, quoi. Le problème, c'est que le modèle dominant de reproduction de ces conditions d'existence reste le salariat. Voilà. Que donc on peut faire la promotion de l'entrepreneuriat, mais que ça peut pas se substituer à des politiques plus classiques, parce qu'on est dans une société où le salariat reste dominant. Voilà. Et que la plupart des gens n'ont pas envie de devenir entrepreneurs. C'est un truc très très classique, par exemple dans les milieux ouvriers, l'aspiration à devenir son propre patron est très forte. Il y a plein d'écrits sociaux sur les milieux ouvriers dans les années 60, 70 qui racontent tout ça. À part que le nombre d'ouvriers qui deviennent plombiers, électriciens ou ce que vous voulez est en fait assez faible. Voilà. Que les conditions sont pas évidentes pour que ça se passe. Donc c'est pas une réalité tangible, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut pas être une politique forte au sens fort du terme, en tout cas qui peut pas annuler les autres. C'est tout ce que je dis. Merci beaucoup Xavier Zunigo. Merci à vous. Merci d'être venu.